Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou même de nous voir sur la chaîne YouTube Les nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette! Bon matin Mélissa! Comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, super! Écoute, le 6 mai dernier était lancée la 15e édition de la Journée internationale sans diète. La campagne se poursuit jusqu'au 13 mai. Par cette campagne, Équilibre, qui est un organisme à but non lucratif, invite la population à renoncer aux diètes, à la privation et à la culpabilité afin de développer une relation positive avec la nourriture et le corps. Pour notre podcast, on voulait outiller les parents pour reconnaître les diètes déguisées, car notre mission est d'échapper à ces pièges en tant qu'adultes et parents et être un modèle pour nos enfants pour qu'ensemble, parents et enfants, nous puissions développer une relation positive avec la nourriture et le corps. Pour renoncer aux diètes, il faut savoir les reconnaître d'abord. On a encore le privilège de discuter avec Andréane Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste pour Équilibre, pour démystifier le tout et avoir des stratégies simples et pratiques à mettre en place. Bonjour Andréane, bienvenue encore une fois à notre podcast. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir. Andréane, si j'ouvre mon Larousse au mot diète, voici ce que je lis. Abstention temporaire, totale ou partielle, d'aliments pour des raisons personnelles ou thérapeutiques. Pour être franche, j'ai toujours eu un inconfort, même un malaise avec ce mot et j'ai tendance à suggérer aux médecins et aux professionnels de la santé en général d'utiliser le mot alimentation pour dire alimentation, mettons, sans gluten, sans lactose, sans protéines de lait de vache, au lieu du mot diète. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on devrait changer notre langage autant pour l'alimentation des enfants, des ados que les adultes? Mais je pense que c'est une suggestion super intéressante et moderne, en fait, qui va beaucoup avec les discussions, la science, qui évolue aussi depuis le temps où on parlait de diète. Et je pense que c'est une bonne chose de parler d'alimentation dans un contexte où, justement, c'est thérapeutique parce que l'idée, c'est pas de priver les gens, c'est pas de tout de suite faire une association avec le poids non plus. On vit dans une culture où le mot diète est présent depuis des décennies et où on l'associe souvent à la perte de poids. Donc, je pense qu'il peut avoir un risque, des fois, à utiliser ce terme-là et faire en sorte qu'on associe rapidement le poids, dans le fond, à l'intervention, alors que c'est pas du tout ça, c'est pour d'autres problématiques de santé. Je pense que c'est bien important aussi comme professionnel de la santé, que ce soit le médecin ou toute autre personne là, qui prescrira cette alimentation-là, dans le fond, de bien expliquer aussi c'est quoi l'objectif de l'intervention, en quoi c'est pas de la privation, par quoi remplacer certains aliments qu'on peut pas manger, mais par quelque chose aussi de similaire qui va nous procurer autant de plaisir. Donc, je pense que tout aussi autour du mot est important, mais effectivement, en utilisant un terme plus neutre comme alimentation, ça risque de moins générer certains petits effets peut-être pervers là, qu'on n'aurait pas vu passer. Ah, ben c'est parfait. Je vais en profiter pour te demander, c'est quoi une diète? En fait, les diètes, là, c'est quelque chose qui est tellement omniprésent. Je pourrais même dire on vit dans une culture des diètes. Je viens de nommer ce terme-là tout à l'heure, mais
c'est comme si on associe depuis quelques décennies la minceur avec la santé, avec le succès, avec le bonheur, et ça nous amène à vouloir maigrir. Il y a une grande pression à vouloir maigrir. Donc, la culture des diètes, ça va glorifier le contrôle, la privation. La culture des diètes va aussi faire en sorte de juger les gens qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas dans cette norme-là, dans ce moule-là de minceur. C'est aussi la culture des diètes, un peu toutes les règles qu'on peut suivre, toute la culpabilité qu'on peut ressentir quand on mange certains aliments que la culture des diètes va avoir identifié comme étant, là, je mets des guillemets, mais engraissants ou mauvais. Ça va être aussi la culture des diètes qui va faire en sorte qu'on va se peser, qu'on va souvent penser à notre poids ou qu'on va se blâmer si on ne réussit pas nécessairement à perdre le poids qu'on aurait souhaité. Donc, c'est vraiment là, des systèmes de croyances, de valeurs qui influencent notre société, et il y a une grosse industrie derrière ça qui s'enrichit beaucoup de cette culture-là, l'industrie de l'amaigrissement, qui propose toutes sortes de produits, de moyens pour maigrir, et on projetait en fait que l'industrie allait générer en 2022 des revenus de plus de 300 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment très lucratif pour l'industrie, cette culture-là. Donc, je pense que ce sujet-là est vraiment très intéressant. Ça a fait beaucoup discuter au Québec là, depuis, en tout cas, certainement la dernière année. Si ça vous intéresse, il y a Karine Gravel qui a écrit un livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Et il y a aussi un balado à plat ventre, la culture des diètes, expliqué par Louni, qui va vraiment plus en profondeur, mais je pouvais quand même un peu introduire comme ça la culture des diètes. Mais ce qui nous a inspiré, nous, la thématique de notre campagne cette année chez Équilibre, sauriez-vous reconnaître les diètes déguisées? C'est que cette culture-là est très omniprésente, mais l'industrie des diètes, pour continuer à faire de l'argent, ajuste aussi ses stratégies de marketing justement pour continuer à vendre. Et on observe que depuis les dernières années, on a quand même beaucoup critiqué les diètes qui étaient plus restrictives, traditionnelles. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ont dénoncé le fait que c'était mauvais pour la santé physique et mentale, qu'on reprenait le poids perdu à long terme. Donc, pour pouvoir continuer de vendre leurs produits, l'industrie s'est comme un peu cachée derrière des mots comme la bienveillance, le fitness ou la santé, le bien-être, justement pour utiliser un peu des mots tendance ou pour reprendre le vocabulaire que les professionnels de la santé utilisent pour mieux vendre. Donc, dès qu'on nous propose de suivre des règles, dès qu'il y a des aliments à éviter, des journées où on ne peut pas manger certains aliments ou après une certaine heure, quand on a un plan alimentaire à suivre, des points, des portions, une application où on rentre tout ce qu'on mange toujours, ben, c'est une diète. Tu sais, quand ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on mange, de quand on mange, de la quantité qu'on mange, que c'est quelqu'un à l'extérieur de nous, quelque chose, un programme, ben c'est une diète. Donc, c'est quand même assez insidieux aussi parce qu'il y a tellement de règles qui sont comme intégrées un peu dans notre rationnel puis qui se sont faites une petite place là, dans notre cerveau sans qu'on s'en rende compte. Mais dès qu'il y a une règle, c'est la culture des diètes, puis il faut essayer d'en prendre conscience, justement. Donc, ils ont plusieurs déguisements. Je peux me le permettre de le dire de cette façon. Donc, c'est des stratégies qu'ils utilisent pour se déguiser, en fait. Mais ça revient à la même chose à la base. C'est une diète. Oui, et tu l'as bien dit, Andréane, en effet, que c'est des règles externes. C'est que on ne le fait pas pour nous, on le fait en suivant des règles, justement. Puis, on dit règles, là, mais puis là, on parle beaucoup de l'alimentation, mais je pense qu'on peut aussi faire le lien avec tout ce qui est activité physique. Là, si j'ai des règles, tel jour, il faut que je bouge. Si je n'ai pas bougé, je ne peux pas manger ça. Ça aussi, c'est la culture des diètes qui sous un autre déguisement. Là. Fait que c'est sûr qu'ils nous promettent vraiment beaucoup de choses. Le discours a beaucoup changé, justement. Donc, ils nous promettent on va prendre soin de nous, autant pour notre santé physique que notre santé mentale. Il n'y a pas d'aliments interdits, puis c'est pas culpabilisant, mais on voit que la réalité en est tout autre parce que ultimement, les gens finissent par se déconnecter justement de leur corps, de leurs besoins en essayant de suivre un plan externe. Et si on poursuit justement un petit peu, qu'est-ce qui fait que les gens vont être autant attirés par les diètes? Bien, en fait, c'est qu'on vit dans une société où la pression d'être mince est tellement forte depuis tellement d'années. On veut tellement correspondre à cette norme-là, que ce soit pour des raisons esthétiques, pour des raisons de santé. On souhaite souvent aussi que nos enfants correspondent à cette norme-là pour pas qu'ils soient intimidés, parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé, parce qu'on veut en prendre soin. Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de discrimination et préjugés aussi à l'égard de ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là, comme je disais tout à l'heure aussi. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de pression et qu'il y a par magie une industrie
l'industrie qui est là pour nous dire « Ah, tu te sens mal dans ta peau, ou bien tu veux prendre soin de ta santé, voilà, je te propose quelque chose. » Donc, elle est tellement omniprésente, sournoise, elle nous guette un peu pour profiter du moment où on va être un peu vulnérable, puis justement, essayer de nous vendre ses produits. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est comme le cocktail gagnant, finalement, pour l'industrie, puis pour avoir envie, finalement, de céder à cette culture-là. Je pense qu'on disait tantôt que l'industrie se cache un peu derrière des déguisements, puis j'ai l'impression que les gens sont encore moins conscients que ça peut être dangereux parce que justement, on mise sur une approche qui est bienveillante, une approche graduelle, personnalisée. On utilise tous ces mots-là. Alors, je pense que ça fait en sorte qu'on est encore moins conscient qu'il peut avoir des impacts négatifs, mais effectivement, il y en a des impacts négatifs, il ne faut pas les banaliser. Je pense qu'aussi avec la pandémie, il y a beaucoup eu de discussions autour du poids, d'habitudes de vie qui ont été changées et il faut être encore plus vigilant, justement, je pense, en ce moment, après cette pandémie-là, parce que les préoccupations sont exacerbées. Et chez Équilibre, on a fait une collecte de données l'été dernier, au mois d'août, avec la firme de sondage Léger. On a sondé la population en général, mais aussi les adolescents de 14 à 17 ans. Et on voyait que, si je parle juste de population en général, là, 14 ans et plus, incluant les adultes, il y a 65% des Québécois qui souhaitent maigrir, peu importe le poids. Donc ça, c'est vraiment, on voit à quel point, c'est un objectif de minceur, un objectif de normes sociales, de correspondre à un certain modèle plutôt qu'un objectif de santé. Puis encore là, je pourrais faire une grosse parenthèse, on y reviendra un peu plus tantôt, mais le poids n'est pas le seul déterminant de la santé non plus. Il y en a plusieurs autres. On n'a pas toujours le contrôle sur notre poids, mais on y reviendra. Donc quand même, de voir qu'il y a une grande majorité des gens qui veulent maigrir, peu importe le poids. Il y a 37% des Québécois qui se disent obsédés par le contrôle de leur poids. Là, on n'est plus juste à « Ah, ben, semble que j'ai pris un petit peu de poids, ça me dérange un peu. » On est dans « Je me sens obsédée. » Je pense à ça toujours. 37%, c'est beaucoup. Ça, c'est les chiffres chez les adultes. Puis les adultes vivent dans cette société-là, mais les enfants vivent aussi dans la même société, observent les comportements des adultes, voient les publicités de magazines, les réseaux sociaux avec les modèles irréalistes et tout ça aussi. Donc, on voit qu'eux aussi sont préoccupés. Ce que j'ai comme chiffre pour les ados, là, c'est vraiment pour les 14-17 ans, les données qu'on avait. 32% souhaitent maigrir, peu importe leur poids, c'est quand même un petit peu plus que le tiers des jeunes. Il y a 37% aussi qui sont angoissés ou stressés par leur poids, 26% qui sont obsédés aussi par le contrôle de leur poids. Donc, on voit quand même que ça touche beaucoup les jeunes. C'est sûr que l'adolescence aussi, c'est une période de la vie où le corps change, où est-ce que le corps évolue pas nécessairement à la puberté de la même manière que les modèles de beauté qu'on voit. Il y a beaucoup de travail aussi à faire, quête d'identité. L'adolescence, c'est une période quand même de vulnérabilité aussi par rapport à l'insatisfaction corporelle. Et aussi, on voyait que depuis la pandémie, il y a 28% des ados qui se disaient plus préoccupés par leur poids. Ça a des répercussions aussi sur la façon dont ils vont manger ou bouger. Et justement, il y a 26% qui disaient ressentir plus de pression pour bien manger, 29% ressentir plus de pression pour faire de l'activité physique. Donc, quand on a de la pression, quand c'est notre poids qui contrôle nos habitudes de vie, c'est pas très bon à long terme non plus. On n'est pas dans le plaisir, le bien-être. On est vraiment dans la pression par rapport au poids. Donc, c'est préoccupant. Je pense que c'est d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui aussi dans votre émission là, pour essayer d'outiller les parents qui vivent avec ces enfants-là aussi qui peuvent être préoccupés. Là. Oui. Comme parents, quels comportements peuvent découler de cette culture des diètes? Je pense qu'une des principales manifestations de la culture des diètes, c'est vraiment le fait de classer les aliments dans deux catégories, comme des bons aliments ou des aliments santé, des mauvais aliments, des aliments engraissants. Mais en fait, là, ça beaucoup, c'est la culture des diètes parce qu'évidemment, où il y a des diètes, il y a des règles. Où il y a des règles, il y a des aliments qu'on peut manger, il y a des aliments qu'on ne peut pas manger. Ou des fois, même si on peut en manger, c'est juste une fois par semaine ou après ou avant une certaine heure ou dans une certaine quantité ou seulement si c'est des portions à 100 calories. Il y a toujours une espèce de petite règle avec la culpabilité derrière ça. Donc ça, je pense que c'est une des principales manifestations. Et comme adulte, on a tendance à les classer, ces aliments-là, mais on a tendance aussi à servir les aliments à nos enfants en fonction de cette catégorisation-là qu'on va faire dans notre tête. Mais j'appellerais vraiment les parents à se rappeler que et les aliments, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous égaux sur le plan de la valeur nutritive, mais ce qui est important, c'est aussi la variété des aliments qu'on mange parce qu'un enfant, si on lui donne juste des chips ou du chocolat, il va lui manquer des nutriments pour bien grandir, mais si on donne juste des pommes ou des carottes,
il va aussi lui manquer des nutriments pour bien grandir. Donc, l'important, c'est pas tant le choix d'un unique aliment, c'est vraiment la variété d'aliments qu'on donne à nos enfants, parce que c'est là que l'enfant va aller chercher tous les nutriments dont il a besoin pour grandir, va développer son goût, le plaisir de manger une variété d'aliments. Donc, j'invite vraiment à miser plus sur la variété, sur le plaisir que sur un seul aliment. Ça, c'est difficile de s'en défaire, mais juste d'avoir le réflexe de se dire « Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de me dire qu'il ne faudrait pas que je serve ça à mon enfant? » Puis c'est sûr qu'on veut lui donner les meilleurs aliments pour le faire grandir en santé, mais en excluant toujours certains types d'aliments, ben, on se tire un peu dans le pied des fois aussi. Là. Donc, je pense que ça, c'est une des manifestations qui est assez importante là, de la culture des diètes. Ou si on a peur de donner un dessert à notre enfant, on peut se poser la question, pourquoi j'ai peur de lui donner un dessert? Est-ce que vraiment c'est engraissant? Est-ce que vraiment le fait de manger un biscuit, ça va faire engraisser mon enfant? Est-ce que le dessert, c'est toujours obligé d'être un biscuit? Parce que des fois, la culture des diètes aussi fait en sorte qu'on met comme certains aliments sur un piédestal parce qu'on ne peut pas en manger. Mais un dessert, ça peut être un biscuit, ça peut être un yogourt, ça peut être un fruit. Encore là, de la variété dans tout, c'est très important aussi. Le souper, on peut avoir un accompagnement de frites un soir, de légumes un autre soir, on mange des pâtes un autre soir. Donc, la variété, c'est ça qui est important aussi. Et plus on va exposer nos enfants à une diversité de goûts, plus on va exposer nos enfants à tout type d'aliments sans les classer, mais plus ils vont pouvoir justement explorer leurs préférences, les manger sans avoir cette connotation négative-là. Et ça va faire en sorte qu'ils vont être plus capables aussi de les consommer juste dans des quantités qui répondent aux besoins du corps parce qu'ils ne diront pas « Oh mon Dieu, je ne pourrai plus jamais en manger » comme les adultes ont fait. Ils apprennent à se réguler. Oui, se réguler, puis la satisfaction, tu sais. Vraiment. Quand on mange une fraise ou versus un biscuit ou une crème glacée, c'est pas le même plaisir, c'est pas la même satisfaction. Donc, juste, comme tu dis, mettre de la variété de l'avant, oui, pour le plaisir, mais faire confiance à l'enfant. Je pense que c'est comme la prémisse de tellement de choses côté développemental chez les enfants. Oui, Confiance, qui sont capables de reconnaître les signaux que leur corps leur envoie selon leur envie, les préférences, mais selon leurs besoins, justement, selon leur croissance, les enfants. Oui. Exactement. Puis ça, la culture des diètes nous l'a beaucoup enlevé comme adultes. Mais les enfants, eux, naissent avec ces signaux-là. Puis je pense qu'une des plus belles choses qu'on peut faire comme adultes, c'est d'essayer de préserver ça pour que les enfants continuent d'écouter à la fois leurs envies, à la fois leurs signaux, parce qu'ils savent très bien. Puis des fois, ça peut faire peur comme parents. Des fois, notre enfant ne mange pas du tout, ça nous inquiète. Des fois, il y a une poussée de croissance, il mange sans arrêt, puis là, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'il mange trop? Mais c'est normal que l'appétit d'un enfant varie, fluctue. Il faut lui faire confiance, puis ça s'évalue la qualité de l'alimentation sur plusieurs repas, sur plusieurs journées. Donc, il n'y a vraiment pas trop de stress à avoir par rapport à ça. Il faut effectivement faire confiance à l'enfant. Puis j'aimais beaucoup ce que tu disais, Cosette, aussi par rapport à la satisfaction, parce que manger, c'est pas juste fournir des calories ou des nutriments au corps. Manger puis avoir une alimentation équilibrée, c'est beaucoup plus large que ça aussi. C'est beaucoup d'être dans le plaisir, dans la découverte. C'est correct que manger, ça nous réconforte. On s'assoit en famille, on mange, c'est plaisant. C'est pas toujours plaisant. Des fois, les enfants courent partout. Des fois, ils veulent pas manger ce qu'on fait, mais le plus possible, on essaie de rendre le moment du repas agréable, même si c'est des courtes périodes. On met de la variété, du plaisir à table, justement pour préserver un peu tout ça, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'à long terme, les enfants vont développer une relation positive avec la nourriture et finalement vont pouvoir résister à cette fameuse culture des diètes-là et manger justement en se faisant confiance pour le plaisir. Et ça, c'est très bon pour la santé finalement globale à long terme. Oui. Donc, je pense qu'on peut aussi penser même à comment nous, on mange devant nos enfants. Ça aussi, c'est quelque chose que la culture des diètes fait souvent. Des fois, on se dit « Ah, les enfants, ça va, mais moi, il faut que je fasse attention. » Des fois, on va se dire « Ah, non, moi, je ne mangerai pas de pâtes là, ce soir. » Ou « Ah, ben l'enfant, toi, tu peux manger un dessert, mais moi, je veux juste manger une petite pomme là, parce que je fais attention. » Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire attention. Là, je mets des guillemets. Ce n'est pas nécessairement de suivre une diète à la mode ou un programme, mais quand on se prive toujours de certains aliments, encore une fois, dans l'optique de contrôler notre poids, c'est comme si on envoie le message aussi à notre enfant sans le vouloir que ces aliments-là peuvent être comme dangereux ou mauvais ou engraissants. Ça aussi, même si on ne veut pas le transmettre à notre enfant, ils nous observent plus qu'on pense, les enfants, souvent. Donc, d'essayer vraiment d'être le meilleur modèle possible. Puis encore là, vraiment, j'invite les parents à ne pas se culpabiliser parce qu'on est tellement dans cette culture-là depuis longtemps. On a tellement été emplis dans notre tête de multitudes de règles que des fois, on peut même en suivre sans s'en rendre compte, dire ou faire des choses sans même le réaliser. Je pense que c'est ça l'objectif aussi de la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est juste d'aider
à prendre conscience. Puis à partir du moment où on prend conscience, le deuxième mot, c'est bienveillance, parce que justement, on ne veut pas se blâmer. Mais une fois qu'on prend conscience, bien, c'est là qu'on peut recadrer certaines croyances qu'on a, c'est là qu'on peut essayer d'ajuster certains comportements qu'on a qui vont nous faire du bien à la fois à nous comme adultes, puis qui vont préserver justement toutes les belles choses qu'on peut préserver chez nos enfants. Oui, puis ce qui est bien aussi, c'est que souvent, on va en prendre compte. Quand on n'est pas encore parent, on peut être dedans, mais quand on a nos enfants qui vont nous mettre, ils vont nous poser des questions, mais maman, pourquoi toi, tu ne manges jamais de pâtes? Ou maman, pourquoi toi, tu ne prends jamais de dessert? Bien là, je pense que ça peut être un beau moment justement pour nous-mêmes prendre conscience et dire, hey, c'est vrai, tu as raison. Maman, elle aime ça, les pâtes. Puis, tu sais, fait que ça peut emmener, le travail peut se faire vraiment en famille, puis vos enfants peuvent vous permettre tranquillement de restructurer justement certaines croyances. Vous allez le faire pour eux principalement, oui, parce qu'on va éviter de leur transmettre ça, mais en même temps, ça va se faire pour vous aussi. Là. Fait que c'est sûr que c'est tout du positif là, de prendre conscience de ça, mais comme on le disait, avec le plus de bienveillance possible parce qu'on est dans une société où c'est extrêmement fort puis que ces croyances-là sont ancrées comme 2 plus 2 font 4. Là. Fait que il faut essayer de se défaire, mais se laisser le temps de le faire aussi. J'aimerais compléter ce que tu viens de dire, Mélissa, puisque Andréane vient de dire, puis d'être vraiment transparent avec l'enfant, parce que parfois, mettons qu'on a décidé c'est de la crème glacée au souper, puis nous, on le sait que je mange de la crème glacée avant de dormir, je dors mal. C'est plus long pour moi de digérer la crème glacée le soir. Bien, au lieu de dire, bien, non, j'en prendrai pas sans rien dire pourquoi. Bien, on peut dire, bien, moi, quand j'en mange, puis je m'en viens me coucher bientôt, bien, je dors mal, mais je vais en prendre peut-être demain, mettons, en collation ou après le dîner, mais pas dire, oh non, j'en prendrai pas pour moi ce soir, mais de dire pourquoi je n'en prends pas. Et pourtant, je le propose à mon enfant pour justement pas semer une graine de doute. Oh, mon parent n'en prend pas, mais pourquoi? Pourquoi mon parent n'en prend pas? Est-ce qu'il surveille quelque chose? Est-ce qu'il fait attention? Parce que malgré qu'on aimerait protéger nos enfants, ils vont entendre à un moment donné ce discours-là, mais s'ils nous ont vu refuser quelque chose qui était proposé à la table, mais avec une raison qui est très authentique, très honnête, ils vont savoir qu'il y a une raison pour qu'on refuse certains aliments parce que moi, pour moi, à ce moment-là, je l'ai déjà fait puis je dors mal. Mon sommeil est important pour moi, pour ma santé, mon sommeil est important. Alors, bien, je vais manger, mettons, je ne sais pas moi, un fruit parce que moi, je tolère mieux ça, le fruit, avant de faire dodo qu'une grosse crème glacée ou une grosse slush extra large. Puis, je vais le consommer à un autre moment de la journée. Donc, je pense expliquer aux enfants, ils sont capables de comprendre tellement de choses. Nos enfants, puis tu l'as tellement bien dit, ils nous observent. Fait que si on dit, ben, moi, j'en mange pas, puis qu'on dit pourquoi, ben, parce que donnez une bonne raison aux enfants, soyez authentiques et honnêtes avec eux. Ils sont capables de se forger comme leur propre opinion envers les aliments. On est leur modèle, exactement. Puis, tu sais, des fois, ça peut être juste aussi simple que non, maman, elle ne prendra pas de dessert. Moi, j'ai plus faim, tu sais, je suis pleine. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus. Puis, je n'ai pas besoin d'entrer dans. Des fois, c'est tout simplement ça. Juste vous-même, vous posez la question, mais est-ce que j'ai envie de la manger, la crème glacée? Ou on va y aller manger une crème glacée, mais maman n'en prendra pas. Là, j'ai vraiment plus de place pour ça dans mon bedon. Puis, tu sais, on va en remanger de toute façon cet été. Fait que ça n'a pas besoin non plus. Mais ce rôle de modèle-là fait que votre enfant, après ça, lui aussi, va être capable de répéter ça. Puis des fois, ben, est-ce qu'on va manger une crème glacée? Peut-être que votre enfant va faire, ah, ben là, maman, non, pas ce soir parce que là, mon bedon, il n'y a plus de place, mais j'aimerais ça qu'on y aille demain après-midi. Mais c'est ça qu'on veut, dans le fond, les aliments sont neutres, mais on ramène l'enfant à être à l'écoute de ce que son corps lui dit, puis est-ce qu'il va être capable, justement, facteur satisfaction, de le savourer puis d'avoir du plaisir à le manger, là. C'est vraiment des excellents trucs. Puis moi, j'avais envie de vous lancer la question aussi. J'imagine que dans votre pratique, vous devez en voir des parents, des fois, qui sont influencés par cette culture des diètes-là sans même s'en rendre compte. Comment vous intervenez avec eux? Comment vous pouvez les aider à prendre conscience de certaines choses, justement, sans les faire sentir coupables? Est-ce que vous auriez envie de partager quelques petits trucs avec nous? Oui, bien, tu l'as bien dit. En fait, là, c'est vraiment de venir faire prendre conscience à l'enfant. C'est sûr qu'en consultation, moi, personnellement, je fais toujours remplir un formulaire à l'avance. Donc, j'ai déjà des fois des petites pistes là, qui me laisseraient voir, bon, est-ce que ce serait justement quelque chose qui semble peut-être s'être installé à la maison ou est-ce que la culture des diètes semble prendre peut-être plus de place? Et moi, je travaille beaucoup à expliquer le pourquoi du comment. Donc, s'il y a certains comportements, les gens viennent nous consulter parce que leur enfant a commencé, par exemple, à manger en cachette, parce qu'ils trouvent que là, ils se mettent à manger des grandes quantités, ils ont plus envie de certains types d'aliments aussi, puis bon, ils sont un peu préoccupés par ça. Bien, en venant expliquer le pourquoi du comment justement certains comportements pourraient s'expliquer. Exemple, un enfant qui mange en cachette, puis là, des fois, c'est de venir voir, bien, peut-être que ces aliments-là on aurait
avantage à venir le présenter un petit peu plus souvent. Fait que moi, je cible jamais à dire, bien, vous voyez, c'est à cause de ça. Vous voyez, là, la culture des diètes. Puis là, le but, c'est justement pas de culpabiliser parce que je le sais, on vit. Puis moi-même, je veux dire, de par notre métier, nous aussi, on a une reconstruction à faire des fois, à faire, hey, on a juste du plaisir. C'est pas grave si ça fait 3 fois qu'elle mange des biscuits cette semaine. On a du plaisir, puis ultimement, elle mange d'autres choses. Là. Fait que, tu sais, nous aussi, comme parents, fait que c'est d'essayer de transmettre ça pour que, puis ça arrive régulièrement, là, quand c'est pour ces raisons de consultation-là, les gens, pendant la consultation, ils font « Ah, OK, bien, je réalise finalement que peut-être que j'aurais besoin de faire ça. » Bien, si c'est ce que vous pensez, essayez-le, puis on va voir. Fait que le but, c'est que ça vienne du parent, mais ça, justement, comme je le disais, là, on leur fait prendre conscience, mais sans tomber dans la culpabilisation. C'est de les amener à identifier qu'est-ce qui, pour leur enfant, pourrait déclencher certains comportements. Comme je disais, moi, aussitôt qu'il a mangé en cachette, ou comme je disais, les aliments qui se mangent de façon plus compulsive, là, pour moi, je vais peut-être aller explorer justement là, si la culture des diètes... La propre relation des fois des parents à les poser certaines questions pour venir faire prendre prendre conscience de tout ça. Mm-hmm. Oui. Puis tu sais, lorsque on leur explique le pourquoi, des fois, il y a comme tu le dis, la prise de conscience, puis c'est souvent lorsqu'on dit, bon, ben là, aujourd'hui, on connaît différemment. On a le choix de faire différemment. Puis c'est un long processus quand même. Il faut désapprendre pour faire la place à un nouvel apprentissage, pour que ça devienne une habitude ancrée. Il faut désapprendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme un travail, moi, je trouve, qui se fait en parallèle. Il y a l'adulte qui travaille sur lui, mais ça n'empêche pas le fait qu'on travaille aussi auprès de notre comportement envers l'enfant, mais on travaille sur nous en même temps. Donc, c'est pas parce que moi, je donne un exemple, j'ai la culture de diète vraiment qui a influencé beaucoup mes comportements, que c'est nécessairement gâché pour mon enfant. Pas du tout. C'est un travail qui se fait en parallèle, puis on en est tellement fiers de ce travail-là parce qu'on le sait que c'est pas facile, mais c'est faisable, c'est possible. Quand on connaît différemment puis qu'on a les bons outils, on est bien accompagné. On peut vraiment reconnecter avec notre corps puis mettre la culture de diète à l'extérieur de notre maison. Oui, exactement. Oui. Est-ce que... comment on peut s'affranchir de cette culture de diète et devenir de meilleurs modèles pour nos enfants? Tu parlais là, de mettre la culture des diètes à l'extérieur de notre maison. Là, bien, effectivement, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut partir par des réflexions sur soi. Puis des fois, juste de se rendre compte que derrière cette culture-là, là, c'est pas quelqu'un qui veut prendre soin de nous ou nous aider à soulever là, notre rêve d'un certain poids ou d'une certaine vie. C'est quelqu'un qui veut juste se faire de l'argent. Donc, des fois, quand on fait juste prendre conscience qu'on se fait un peu avoir par une industrie qui vend des produits inefficaces pour en revendre et en revendre et en revendre, des fois, ça peut être un peu choquant, puis on peut avoir envie de ne pas encourager cette industrie-là par principe parce que ça nous choque. Donc, des fois, on peut aller vers notre côté un peu plus revendicateur. On peut aussi accepter qu'on n'a pas le plein contrôle sur notre poids. On va en reparler un petit peu plus tard, je pense, là, mais ça, je pense qu'il y a un certain deuil à faire du corps de rêve parce que justement, on est peut-être dans le rêve puis on est peut-être dans l'irréalisme, puis peut-être que ça nuit tellement à notre vie que ça vaut la peine de lâcher prise à un certain niveau sur un certain corps qu'on pourrait vouloir avoir et plutôt d'essayer d'avoir du plaisir à manger, à être actif, de sentir le bien-être que ça nous procure plutôt que de toujours tout associer au poids. Je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut nous aider. D'essayer de moins se comparer. On se compare beaucoup dans notre société avec nos amis, avec notre maman, avec nos collègues ou avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On est bien comme on est ou peut-être qu'on voudrait changer certaines choses, mais d'essayer d'être un peu moins dur avec nous et d'essayer de moins se comparer parce qu'on est tous différents. On admire peut-être quelque chose chez quelqu'un, mais probablement que cette personne-là a d'autres problèmes qu'on n'a pas, qu'elle admire des choses chez nous. Donc, de ne jamais penser que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Là, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut un peu nous aider. Puis, un truc très concret aussi, là, réseaux sociaux, j'en parlais tantôt, mais les algorithmes, il ne faut pas oublier à quel point ils sont présents. Des fois, je pense qu'on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière ce qu'on voit dans notre fil d'actualité, mais c'est possible de les influencer, même si ça a l'air très gros, très abstrait, là, puis tout manigancé par les méta et compagnie. Mais dans le fond, là, quand on voit des contenus qu'on aime et qui sont justement axés sur la valorisation de la diversité corporelle ou sur le plaisir de manger, quand on aime les pages et les contenus de nutritionnistes en pédiatrie, par exemple, bien, ça fait que notre algorithme va nous présenter des contenus comme ça plus souvent. Si on voit des publications
publicité de diète, il y a des 3 petits points en haut de la publication, là, on peut la masquer, cette publicité-là, pour ne plus la voir. Si on interagit, qu'on aime justement des pages ou qu'on se désabonne de comptes qui sont justement plus grossophobes ou qui parlent toujours de diète ou qui mettent toujours des photos de corps parfait, bien, ça aussi, ça va faire en sorte qu'on va moins en voir. Donc, il y a quand même une manière de trafiquer un peu ce qu'on voit, justement pour être plus exposé à des contenus qui vont nous faire du bien puis qui vont nous soutenir dans la direction d'où on veut aller, c'est-à-dire de s'éloigner de ce culte du corps-là, puis toujours le calcul, le casse-tête, la culpabilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon très, très concrète. Puis on peut même dénoncer les diètes frauduleuses. Là, il y a un site qui existe, apparencetrompeuse.ca, /dénoncer. Il y a un formulaire qui est là, qui est vraiment fait pour dénoncer des publicités de diète qui nous font croire des choses, mais qui ne sont pas vraiment honnêtes, dans le fond. Donc, on peut aussi faire ça. Puis évidemment, si on sent qu'on a besoin de travailler la relation avec le corps, la nourriture, qu'elle soit pour nous-mêmes, pour être un meilleur modèle, même pour notre enfant, c'est toujours possible d'aller consulter des nutritionnistes, justement, en pédiatrie comme vous, ou des nutritionnistes qui sont membres de l'ordre, des professionnels de la santé. C'est important de faire attention à qui on choisit pour nous laisser s'aider, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de charlatans aussi, de gens qui s'improvisent experts, mais qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ordre professionnel pour s'assurer que le public est en sécurité dans les interventions. Donc, nutritionniste, psychologue, professionnel de la santé qui peut nous accompagner, je pense que ça aussi, ça peut être une très bonne façon de, un petit peu à la fois, se détacher de cette culture des diètes. Oui, puis moi, j'aimerais ajouter justement que, je vais y aller, Cosette. Ce que je voulais dire aussi, quand on parlait de s'affranchir, tu as parlé du ménage des réseaux sociaux. On parlait, oui, pour vous comme parents, là, mais pour vos enfants, ça vaut la peine ça de le rappeler puis de leur dire qu'ils ont un contrôle, justement, puis de leur faire comprendre que toutes ces images-là auxquelles ils sont confrontés, même s'ils disent justement, non, ça ne m'influence pas, ultimement, ça a un impact sur comment ils se sentent, ça a un impact sur leur image corporelle. Puis moi, j'aimerais rajouter un point pour vous affranchir comme famille de la culture des diètes qui est très simple, c'est mettre la balance aux poubelles. Là. Ça, c'est une des premières choses à faire parce que souvent, ça reste là. Des fois, les parents vont dire « Oh, mais c'est juste moi qui l'utilise. » Ouais, mais vous ne savez pas quand est-ce que votre enfant ou votre ado, parce que c'est souvent plus à l'adolescence, va peut-être commencer lui aussi à embarquer sur la balance tranquillement. Puis là, il y a une préoccupation à l'égard du poids qui peut embarquer. Et là, la culture des diètes, là, elle est super contente parce que l'insatisfaction corporelle, elle se nourrit de ça. Et là, c'est comme ça qu'elle peut rentrer chez vous. Là. Fait que moi, c'est un conseil très, très simple. Habituellement, je dis la balance, c'est sortez ça de la maison ou enlevez toutes les batteries, brisez-les. Si vous avez vraiment... J'ai même une ado cette semaine qui disait hey, c'est moi-même qui va la détruire, la balance. J'ai dit écoute, garde-toi, mais vraiment hyper important là, pour justement s'affranchir de tout ça. Excellent conseil. Ouais. Puis pour les ados, tu sais, souvent, moi, c'est à la mode, j'ai un pré-ado à la maison. Ça commence le TikTok et tout ça. Donc, au lieu de le bannir, pourquoi pas s'asseoir à côté de l'enfant lorsqu'il est dessus, puis hey, qu'est-ce que tu penses? Tu sais, commencer à développer un petit peu leur sens critique parce qu'encore une fois, on veut bien les mettre dans une bulle, les protéger. Ils vont être exposés à ce genre de plateforme-là qui est du contenu rapide, répété. Puis on voit la tendance de la culture de diète vraiment rentrer partout, je pense toutes les portes qu'il y a. Ils essaient un petit peu d'influencer les plus jeunes. Et s'il y a des comptes à suivre, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, si je n'en nomme que quelques-uns, Cynthia Marcotte, j'ai Jessica Brodeur, Dose de Psy. Donc, je pense que c'est 3 comptes qui sont vraiment crédibles puis vraiment qui dénoncent la culture des diètes. Ils ont du contenu bienveillant. C'est vraiment essayer de nous sensibiliser en tant qu'adultes, nous informer de la bonne façon pour qu'on soit capable de répondre aux questions de nos enfants qui vont dire « Mais pourquoi tu disais? » Mais des fois, on n'a pas réponse à tout. Mais je pense que c'est du contenu bien vulgarisé, surtout si on regarde la page YouTube, la chaîne YouTube de Cynthia Marcotte. C'est vraiment du contenu bien vulgarisé, bien basé sur la science. Alors, je vous le recommande fortement pour ça. Oui, puis moi, je renchéris pour les jeunes aussi. Vous avez Jeunes en tête qui ont vraiment un site Internet, qui ont aussi tous les réseaux sociaux, mais eux, en termes d'image corporelle aussi, bien entendu, équilibre, là, mais aujourd'hui, on en parle. Oui. Mais Jeunes en tête aussi ont développé plein de belles choses là, pour accompagner les parents et les jeunes, puis tous les gens qui gravitent autour des jeunes aussi, pour les aider à développer une image corporelle saine. Bien avec mon corps aussi, il y a des contenus justement pour sensibiliser les jeunes à l'impact des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est toutes des super bonnes idées. Puis je pense que c'est vrai que des fois, le poids, c'est un sujet délicat, on ne sait pas trop, mais
Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça devienne tabou et qu'on n'en parle plus. Au contraire, surtout à l'adolescence, si on voit que notre enfant est préoccupé, on peut lui poser la question, est-ce que ça va? Puis quand il nous en parle, justement, ben, ça permet de recadrer certaines fausses croyances. Puis je suis d'accord que les réseaux sociaux, ça ne pourra pas partir, aussi bien les éduquer parce qu'il y a des bons côtés aussi, on ne veut pas tout diaboliser ça, mais juste de les amener à prendre conscience qu'un influenceur, ce n'est pas un professionnel de la santé. Ce qui marche pour lui, ça ne veut pas dire que c'est sain pour tout le monde, qu'il y a une image publique. Donc, d'apprendre à développer l'esprit critique, je pense que c'est gagnant pour le reste de la vie du jeune aussi. Oui, puis c'est pas pour rien aussi que ces plateformes-là ont aussi un minimum d'âge. Là, on le dit, oui, on le sait que nos enfants, mais moi, mes filles sont petites, puis ils n'arrêtent pas ils sont petites. Ils ont 10 ans, là, mais ils n'arrêtent pas de m'harceler pour avoir des. Puis je dis non, pas tout de suite, parce que votre cerveau, il n'est pas encore prêt. Je veux dire, même moi, mon cerveau d'adulte, là, j'ose même pas y aller parce que je le sais que peut-être que. Fait que je suis comme oui, vous allez en avoir un, mais on va juste attendre que vous soyez justement capable. Puis comme Cosette l'a dit, justement, quand ils sont rendus, puis je pense que l'entrée du secondaire, là, c'est un bon moment pour avoir ces discussion-là, justement, de venir s'asseoir et de s'intéresser à hey, qu'est-ce que tu regardes? Ça peut être des séries télé aussi, mais là, on parle réseaux sociaux, là, pour justement, après ça, l'amener à se poser des questions avec ce qu'il dit. Puis je fais juste penser à la vidéo de Dove qu'on a vue sur les réseaux sociaux dernièrement. C'était exactement ça, là, du contenu que les enfants, les ados voyaient, les parents ont été confrontés à ça, puis les parents, je veux dire, moi, je l'ai écouté, j'avais les yeux pleins d'eau, puis je me disais, ben voyons, ça n'a pas de sens. Fait qu'il faut sensibiliser. Je ne peux pas les mettre dans une bulle, je ne peux pas les empêcher d'y aller, mais j'ai une discussion à avoir pour qu'ils réalisent justement que, hey, regarde ça, un peu comme nous, on est capable de faire hey, 3 petits points. Ça, c'est de la, je dirais pas des gros mots, mais tu sais, c'est pas du bon contenu. 3 petits points signalés, je veux plus voir ça. Ben, je veux qu'il y ait tranquillement ce même réflexe-là, comme on dit, un peu d'être choqué de voir ça, puis d'enlever ça là, de leurs réseaux sociaux. Oui. C'est vraiment pour ils sont capables d'avoir un bouclier. Donc, tranquillement, ils vont être capables d'avoir leur bouclier, puis ils vont voir le contenu. Ils vont être capables de dire ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça. C'est pas comme ça que mon parent m'a éduqué. Il ne dira pas comme ça, mais il va dire ça, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens. Skip la page. C'est ça. Et en tant que société, associer minceur et santé est très fréquent. Puis on s'entend que c'est une approche quand même beaucoup trop simpliste, hein, Andréane? Oui, ça aussi, c'est la culture des diètes qui nous a beaucoup amené à penser qu'on peut avoir le contrôle, parce que si on pense qu'on a le contrôle, on va acheter les produits, puis si finalement ça ne marche pas, ben, on va penser qu'on n'avait pas de contrôle, donc on va essayer une autre diète. Il y a beaucoup de littérature là-dessus aussi qui remet beaucoup en question. Ça, c'est trop simpliste de penser que parce qu'on est mince, on est en santé, ou l'inverse, parce qu'on a un poids qui n'est pas dans la minceur, bien, qu'on n'est pas en santé non plus. La santé, dans le fond, là, c'est influencé par de multiples facteurs. Le poids, c'est un des déterminants, mais l'histoire avec le poids, c'est qu'on n'a pas nécessairement le plein contrôle sur notre poids. Ce n'est pas un comportement. On peut penser, décider qu'on maigrit, mais on ne sait pas ce que ça va donner au bout de la ligne. Puis c'est très ingrat parce que ceux qui veulent maigrir, ils en font des efforts, puis ils sont rigoureux, puis ils suivent bien les règles, mais c'est parce que le poids, c'est influencé par plein de facteurs qu'on a, dont la génétique, entre autres, qui influence une grande proportion du poids. On n'a pas de contrôle sur nos gènes. L'âge, le sexe, on n'a pas de contrôle là-dessus. La seule chose qu'on peut contrôler, un minimum, c'est nos habitudes de vie, mais encore là, même si on mange de façon très équilibrée, qu'on fait du sport, on ne sait pas ça va faire quoi sur la balance. Et justement, si on met toutes nos œufs dans le panier du poids, qu'on améliore certaines habitudes de vie et que finalement, l'objectif de poids n'est pas là, ben, on risque d'abandonner et de se dire ça n'a pas fonctionné. Et là, on va tout perdre des bénéfices pour la santé des changements qu'on avait faits. Souvent aussi, quand on veut faire des changements par rapport au poids uniquement, ben, on va faire des changements qui ne seront pas plaisants, qui vont être drastiques, qui vont nous faire souffrir. Ça va nous amener à vivre de la culpabilité. Donc, il n'y a rien vraiment de bon. Exactement. Puis la santé, dans le fond, c'est très multifactoriel aussi. Donc, si on ne peut pas contrôler notre poids, puis qu'on sait que juste focusser sur le poids, ça peut nous amener à développer autant des problèmes de santé physique que des problèmes de santé mentale, une perte d'estime de soi, de la dépression, de l'anxiété par rapport à toutes les règles, bien, on aurait avantage, dans le fond, à penser à notre santé globale, à essayer d'avoir des bonnes habitudes de sommeil, de ne pas fumer, de manger, de bouger de façon variée, équilibrée. Et dans le fond, c'est bon pour nous comme parents, mais comme parents, on peut essayer pour préserver le plus possible la santé de notre enfant, de l'amener à bien performer dans toutes ces sphères-là. Puis je dis performer, mais je ne veux pas dire performer parce qu'on est encore beaucoup dans un monde de performance. C'est correct que des fois on dort mal, c'est correct que des fois on soit stressé, c'est correct que des fois on ne mange pas de façon tout à fait équilibrée, mais l'important justement, c'est que dans toutes ces petites sphères-là, on ait un certain équilibre qui nous permette de maximiser dans le fond la santé. Là. Oui. Donc, ce fut une discussion
très, très riche en informations, en trucs pratico-pratiques, comme d'habitude avec Andréane. Alors, si on veut souligner 3 messages clés, Andréane, lesquels seraient-ils? Je pense que c'est important d'abord de réaliser à quel point la culture des diètes peut influencer nos pensées, nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Ensuite, je pense qu'il faut essayer d'accorder moins d'importance au poids et justement apprendre à manger une variété d'aliments, bouger en famille pour le plaisir, pour le bien-être que ça nous procure, plutôt que pour le contrôle du poids. Puis je pense que comme parents, justement, on peut aider notre enfant à développer une relation positive avec la nourriture et le corps, justement en lui inculquant ce plaisir de manger là, en ayant confiance en les signaux de notre enfant, puis en l'aidant à avoir confiance lui aussi et à garder ça, en l'aidant à réaliser aussi tout ce que son corps lui permet d'accomplir, en le valorisant aussi pour tout ce qu'il est et pas seulement pour son apparence, en le complimentant sur plusieurs choses. Donc, je pense qu'avec ces 3 messages-là, on est déjà parti là, dans une très, très bonne direction. Encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, un petit pas à la fois et en faisant de notre mieux parce que c'est ça qu'on veut tous les parents. Merci tellement, Andréane, pour ce bel échange. On va vous dire merci de nous avoir écoutés et puis j'espère que le contenu va vous aider à prendre conscience si jamais il y a lieu d'être. Deuxièmement, être bienveillant envers vous. Et troisièmement, j'ajouterais peut-être mettre quelques stratégies en place pour nourrir nos enfants dans le plaisir et la bienveillance. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!